La peur, installée sur un site extrêmement dangereux, enclin à l'éboulement. Des autorités administratives sont allées s'enquérir de la situation. Les précisions, c'est avec Michael Chiptio et Emmanuel Gomba. Toute une équipe constituée d'autorités administratives effectue une descente sur le site présenté comme un véritable danger pour les populations. Sur place, ce sont des habitants déconcertés et qui vivent dans la peur au quotidien. Le risque de plus en plus important. Ça, nous, on ne dort plus. Parce qu'à chaque minute, la terre descend. Chaque seconde, la terre descend. On ne dort plus. La commune d'arrondissement de Konsamba 1er annonce des mesures pour éviter le pire en attendant l'action des pouvoirs publics. Quand on dit ça, c'est cette année qu'on a vu l'extraordinaire comme ça. Parce qu'il n'y avait plus la maison là-bas en haut. Quand il y avait la maison, ça nous... C'est parce que ce terrain est descendu parce qu'il n'y avait pas la maison en haut. Certains pensent déjà à quitter le site pour se mettre à l'abri d'un éventuel éboulement. En dehors du risque écologique, il y a un risque sécuritaire dans le Bongo. Tout à côté de Konsamba, à Ebonné précisément. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous parlions d'agression dans le lycée bilingue de la ville. Le ministre des Relations extérieures élite de la localité est allé rencontrer le personnel du lycée. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Ma solidarité et surtout mon réconfort aux populations et aux institutions, notamment le lycée qui a été la cible de cette attaque à le commune et la mairie qui a été vandalisée, qui a fait l'objet, n'est-ce pas, d'une activité de malfrats. Il fallait que je vienne témoigner ce message de nous, ce message de Et nous parlions il y a quelques instants de catastrophes écologiques réunies depuis 2 jours à Edéa pour leur session ordinaire. Les évêques de la province ecclésiastique de Doualan ont prié à la cathédrale Sacré-Cœur de Banda pour les familles des victimes du drame de Gouaché. Ces derniers ont également interpellé le gouvernement quant à la nécessité de prévenir ce type de catastrophe. Nous les écoutons au micro de Christian Bock, notre correspondant dans la ville d'Edéa. Je voudrais exprimer au nom de la conférence épiscopale notre compassion, toutes les souffrances que nous avons ressenties face à ces catastrophes. La plus grave étant celle de Bafoussam. Mais à Yaoundé aussi, il y a eu une perte en vie humaine. Lorsqu'un homme meurt dans ces circonstances-là, eh bien, on ne peut que s'émouvoir. Il est un devoir pour nous de présenter ces gens-là à Dieu, à la miséricorde de Dieu. Pour nous, tout homme, le but final pour tout homme, c'est de se retrouver avec Dieu. Nous le présentons à Dieu pour qu'il les accueille. Et nous prions également, nous avons également prié pour toutes ces personnes touchées, ceux qui sont restés. Et que nous aussi, nous les hommes, nous devons faire tout pour éviter, n'est-ce pas, ce genre de catastrophe dans notre pays. Nous sommes tout de même surpris qu'une telle catastrophe se produise de nos jours dans une ville comme Bafoussam, alors qu'il y a des autorités cadastrales et de l'urbanisme. Mais c'est des choses qu'on pouvait prévenir. Nous nous rendons compte que c'est quand la catastrophe se produit qu'on a une bande de ministres, on vient jouer la comédie. Non, ça ne sert à rien. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La gloire d'un pays devrait être aussi des citoyens vivants et bien portants. Alors, ça sert à quoi d'attendre que les gens soient morts pour décréter qu'on va faire des deuils, on va faire... Non, nous plaidons pour que l'on construise des logements sociaux. Nous plaidons aussi pour que les autorités compétentes en matière de protection civile jouent leur rôle. Et nous en parlions au titre, ce 6 novembre est une date particulière, celle de l'anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Pour les partis politiques de l'opposition, ce 37e anniversaire n'est aucunement à célébrer, si ce n'est pour décrier, selon eux, un bilan médiocre du parcours du 2e président de la République et surtout éveiller les consciences. L'UDC et le SDF s'expriment dans ce reportage signé Vanessa Melakandem et Marius Kossou. Le 6 novembre est un non-événement, sinon l'occasion de constater le bilan non élogieux de Paul Biya à la magistrature suprême. Telle est la position de certains partis politiques de l'opposition.
au Social Democratic Front, on garde au travers de la gorge l'emprisonnement de plusieurs membres du gouvernement, le haut niveau de corruption reconnu mondialement au Cameroun, la crise anglophone et les émeutes de la fin de 2008, entre autres. On a assisté à une décélération de l'activité économique, avec tout ce que cela comporte comme indicateur que tout le monde peut observer. Voyez-vous, les entreprises ferment de plus en plus. Le service de la dette est fortement questionnable. Parce que, voyez-vous, nous avons une dette qui n'est pas vertueuse, nous avons une mauvaise dette, c'est connu de tout le monde. Sur le plan social, nous observons tous que les principaux indicateurs sont pratiquement rouges. Nous avons un taux de pauvreté de 40%. L'Union démocratique du Cameroun, qui fustige également le parcours de l'homme du renouveau, prône un éveil des consciences pour un changement à travers les idées. Nous sommes plutôt en train de voir comment est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette impasse, parce que nous sommes dans une impasse aujourd'hui. Il y a trop de dysfonctionnements, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il faut dire que ça marche. Le Cameroun mérite, n'est-ce pas, que les Camerounais s'asseyent ensemble. On a commencé à le faire au dialogue national. On doit pouvoir le poursuivre pour que nous ayons de nouvelles institutions. L'UDC pour un nouveau contrat social. Malgré la mauvaise note attribuée aux 37 ans de gouvernance, ces partis politiques de l'opposition accordent un bon point à l'avènement du multipartisme. Et en ce jour anniversaire du début de l'accession de Paul Biya au pouvoir, les opinions s'opposent sur les hauts et les bas de la gouvernance du régime actuellement au pouvoir au Cameroun. Entre acquis et actes manqués, Patrick Christian Dobo et Guy Fotso ont compilé pour le 19h50 quelques analyses autour de ces 3 décennies de l'ère du renouveau. Dans la pléthore des réactions et analyses qui entourent le chemin parcouru par le renouveau, la question du développement infrastructurel, social et économique occupe une place de choix. Quand on sait où on part et d'où on vient, on peut dire que le bilan est globalement positif. Quand Ijo part en 82, les banques camerounaises sont déjà vides et sont pillées depuis 1973. Bien sûr, il faut regretter que certaines personnes aient dilapidé l'argent, volé l'argent, qui a empêché qu'on fasse mieux. Cette vague d'analyse fait également la part belle aux questions de droit et liberté publique devenues névralgiques pour l'édification de la démocratie camerounaise. Le président Paul Biya a placé sa présidence sous le signe du renouveau. Et sur ce signe du renouveau, il y a mis 3 concepts, à savoir la liberté, la justice et la démocratie. Le président de la République a mis en place des instruments juridiques qui puissent permettre l'épanouissement et la promotion des libertés au Cameroun. Et on ne peut pas ignorer justement la mise en place des structures telles que le Conseil constitutionnel. Ce que nous pouvons certainement regretter de toutes ces institutions mises en place, c'est simplement leur efficacité et surtout leur lenteur. Bien difficile dans ce conseil de réaction de ne pas faire mention des arguments autour de la longévité du pouvoir actuel. L'Afrique a besoin des institutions fortes, pas les hommes forts. Si, par exemple, tu prends beaucoup de temps au pouvoir, même ce que tu as fait qui était bien, on peut oublier parce qu'il y aura trop de négatifs. Comme depuis quelques années, la date anniversaire de l'avènement du renouveau offre aux Camerounais un champ pluriel d'opposition analytique. Le contexte sociopolitique de l'heure et la coïncidence avec l'an 1 du septennat des grandes opportunités donnent un ton particulier aux arguments et contre-arguments développés pour la circonstance. Comment s'est vécu ce 6 novembre dans la ville de Bamenda? La réponse est avec vous depuis la capitale Yaoundé. Arnaud Niefak, bonsoir. Rémé, Catherine Moukouri, madame, monsieur, bonsoir. Prenons tout de suite la direction de Bamenda, justement. Ville en contexte particulier pour parler de ce double événement du 6 novembre, à savoir la session de Paul Biya à la magistrature suprême il y a 37 ans et l'an 1 du septennat des grandes opportunités. De nombreuses populations sont restées terrées chez elles de peur de représailles. On a pu noter, par exemple, une circulation timide et des mouvements prudents. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a organisé un meeting
a préféré une salle close plutôt que la place de fête habituelle et classique du chef-lieu de la région du Nord-Ouest, secouée avec la région du Sud-Ouest par des revendications séparatistes ou encore des rébellions à l'autorité du régime de Yaoundé. Malgré ce climat défavorable à la célébration, certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, justement de la ville de Bamenda, sont sortis pour exprimer leur gratitude au chef de l'État et lui promettre la fidélité en toutes circonstances. Écho de cette célébration en terrain de conflit avec Bran et Constant Kamga, nos envoyés spéciaux. Les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Bamenda ont bravé la peur ce 6 novembre 2019 pour réitérer leur soutien indéfectible au président de la République et président national du parti. Autour du chef de la délégation régionale permanente du RDPC pour le Nord-Ouest, Philémon Yang, le message est délivré. Les militants ont remercié le chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour notre région. Les militants ont souhaité, n'est-ce pas, bonne chance au président, bonne santé, longue vie, beaucoup de détermination la magistrature suprême. Phase pédagogique des 37 ans du renouveau à Bamenda, le compte rendu du Grand Dialogue National par son secrétaire exécutif Félix Mbayou et la sensibilisation des militants sur les zones à risque dans la région du Nord-Ouest. À l'issue d'une célébration en couleur, le chef de la délégation départementale permanente du Parti des Flammes pour la Mésame a promis des denrées et des tricycles aux habitants du quartier Abongo 1 à Bamenda en guise d'encouragement pour leur bravoure face aux sécessionnistes. J'ai pensé que c'était tout à fait normal qu'après un grand meeting réussi, vous avez vu que c'était riche en couleurs. Les encourager dans le sens de ce que veut le président de la République, à savoir renforcer l'unité nationale, renforcer le vivre ensemble et travailler pour l'intérêt commun et surtout pour l'intérêt de la nation. L'an 37 du renouveau et l'an 1 du septennat des grandes opportunités s'est achevé par une motion de soutien au président Paul Biya, à qui les militants du RDPC dans le Nord-Ouest promettent fidélité et un meilleur rendement aux prochaines échéances électorales. Célébration de l'an 37 du renouveau, eh bien, jetons un regard sur des réalisations. Il y a un point qui, depuis la cession au pouvoir, tenait à cœur le président Paul Biya, c'est l'intégration nationale. À ce moment où les discours communautaires enflent, croisons les regards des acteurs de la scène politique sur le bilan centré sur l'intégration nationale, justement, si cher au père du renouveau. Reportage signé Rodrigue Tonguet et Samuel Bolis. De la même façon, Paul Biya, le père de l'intégration nationale. Voilà l'une des étiquettes que l'homme du 6 novembre souhaitait se voir coller dès son investiture en 1982. L'indépendance et la réunification ayant été déjà acquises. 37 ans après, projet réalisé. Je puis vous dire que quand j'observe le reflet et la mise en considération de toutes les couches, nous nous rendons compte qu'il y a un effet d'équilibre national. Mais en face, l'on regrette des limites à la circulation des hommes et des biens à l'intérieur du pays. Les Camerounais n'arrivent plus à circuler parce que, si je prends l'exemple du rail, 37 ans que M. Biya a mis au pouvoir, il n'a même pas construit un seul kilomètre de rail en plus. Alors que le rail aurait pu permettre de relier de manière plus efficace le bout du nord et le bout du sud du Cameroun. Donc, si je prends sur cet exemple-là, simplement, M. Biya a échoué. Faux. Selon ce soutien du président qui a mobilisé des jeunes pour une marche à Yaoundé ce 6 novembre. Je peux vous dire, nous pouvons partir par exemple de Djoum et nous retrouver au nord par route. Voyez-vous, à l'époque, ce n'était pas possible. Le leader met en exergue la notion d'équilibre régional sur laquelle veille au quotidien Paul Biya. Quand nous revenons sur les nominations que le président Biya a toujours eu à effectuer, nous nous rendons compte qu'il y a un effet d'équilibre national qui se joue. Petit bémol pour ce visage de l'opposition. L'équilibre régional tel qu'il est géré aujourd'hui, c'est une question de famille. Les gens qui bénéficient de l'équilibre régional doivent être originaires d'un certain nombre de familles ou proches de ces familles. Point d'accord tout de même. Paul Biya a l'intégration nationale dans la peau. Seulement, son projet s'est-il réalisé en 37 ans de pouvoir? C'est là où naissent les divergences de vues. Mais les plus proches du président estiment que le projet d'intégration nationale est un chantier permanent.
Aussi permanent que la relation entre Paul Biya et la jeunesse depuis 1982. Le sujet, perçu comme tel, est au centre d'un nouvel ouvrage intitulé « Son Excellence Paul Biya, le leader invétéré de la jeunesse camerounaise ». L'auteur Parfait Onguéné présente un président de la République atemporel qui incarne le passé, le présent et l'avenir. Dans ce livre donc, avant de suggérer aux jeunes de puiser dans les méandres de sa politique pour se réaliser. Rencontre avec un hagiographe, c'est une signature de Janice Kamga et Serge Alain Zibou. L'héritage du renouveau en vitrine. Il a fallu 328 pages à Parfait Onguéné pour retracer la vision, l'encadrement du président de la République Paul Biya pour la jeunesse camerounaise. L'ouvrage Son Excellence Paul Biya, le leader invétéré de la jeunesse camerounaise depuis 1982, adresse un message fort à une génération qui grandit dans l'effort. Le message, c'est de voir le président Paul Biya comme un viaduc politique pour l'éternité, c'est-à-dire une espèce de pont sur lequel toute la jeunesse doit traverser pour pouvoir aller vers l'avant. L'objectif principal, c'est le développement harmonieux du Cameroun, c'est l'émergence du Cameroun. Une question, comment comprendre que l'auteur encense la politique biaïste à l'heure où nombre de ses congénères n'occultons pas le fait qu'il existe effectivement des insuffisances, mais nous demandons à la jeunesse de ne pas s'attarder sur ces insuffisances, mais de capter plutôt la lumière qui jaillit de ce renouveau pour pouvoir mieux se projeter vers l'avenir. Par la sacralisation des valeurs chères à la bête politique Paul Biya, Parfait Onguéné pense que la jeunesse doit capitaliser les opportunités avec pour socle les acquis du renouveau. Ce livre vient à point nommé pour rappeler aux jeunes que leur seule voie passe par le retour autour de la table, le retour à certaines valeurs telles que les valeurs de dialogue. Professeur Jacques Famdongo, ministre de la Jeunesse, Mounouna Foutou, en signent respectivement les préfaces et postfaces. En société, parlons de ce fait curieux et malheureux qui a créé la panique ce matin au quartier Mimbomane à Yaoundé. Un jeune élève de 18 ans brûlé par du gaz issu d'une fosse septique sans voie d'arrivation. L'explosion conséquente a également fait de nombreux dégâts matériels. Reportage de Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Vitres de fenêtres et de portes brisées, plafond de cuisine soulevé. Entre autres conséquences de l'explosion survenue ce 6 novembre dans cette cité du quartier Mimbomane Plateau à Yaoundé. La déflagration était si violente qu'elle a laissé des brûlures à la fille aînée de cette maison âgée de 18 ans. Celle-ci se rendait à la cuisine pour faire le goûter de ses petits frères. Dès qu'il met la main pour ouvrir la porte de la cuisine, il a suivi un bruit étonnant. Et le bruit, à la suite du bruit, l'enfant décriait les blessures sur elle. Ça a brûlé l'enfant jusqu'en bas. L'élève en classe de terminale est conduit dans une formation sanitaire de la place, tandis que les populations s'activent pour trouver les raisons de cette détonation. Pour un premier temps, on a cru que c'était une bouteille de gaz qui avait explosé. Mais puisque nous avons des agents de secouristes dans le quartier qui sont partis regarder les faits, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bouteille de gaz. C'est où tout le monde a eu à se poser des questions. Les réponses à ces questions viendront plus tard de cette délégation du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, descendue sur le terrain. Après avoir étudié le cas, ceux-ci se sont confiés aux autorités traditionnelles. Dans la concession voisine, on découvre que les fosses septiques étaient pleines, elles ne sont pas aérées, enfin, elles n'ont pas de voie d'aération. Il y aurait donc eu condensation de gaz et qui a cherché une fuite. Or, cette fosse est directement collée au mur de la cuisine, là où il y a eu l'événement s'est produit. Lesquels gaz ont causé une explosion sur environ 100 mètres. Ces fosses ont immédiatement été ouvertes pour éviter un autre drame. En sport, championnat d'Afrique des Nations, le Cameroun avance vers l'effectivité de l'organisation en 2020. Les différentes commissions constituées autour de cette organisation ont été installées lundi dernier à Yaoundé. La date de la compétition ainsi que les sites dévoilés. Dès lors, les acteurs s'entrechoquent sur le choix des différents sites devant abriter ce rendez-vous continental. Faisons le point avec Alex Lembe. Officiellement rendu public ce lundi,
par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui au même moment officialisait les sites devant abriter les différentes rencontres du CHAN Cameroun 2020. Le professeur Narcisse Mouele Kombi a non seulement confirmé l'organisation de cette compétition au Cameroun et par le Cameroun, mais aussi et surtout a pu délier certaines langues sceptiques et même susceptibles quant aux différentes infrastructures sportives devant abriter ces rencontres. Les sites sont bons. Je crois que les experts de la CAF et les experts camerounais ont dû tenir compte de la pluviométrie du mois d'avril qui va permettre à ce que les matchs se jouent dans une température acceptable. Sur le plan technique, aujourd'hui, les joueurs ont besoin de récupérer. Donc, les pluies qui ont lieu dans ces trois villes vont permettre que les joueurs aient une récupération plus rapide que le niveau de la compétition sur le plan technique, puisque c'est des joueurs d'un certain niveau, donc ils auront besoin de cette récupération. C'est pas mauvais en termes de choix pour ce qui est des sites du CHAN, mais ça peut veut dire qu'on aurait aussi pu prendre un site comme Mbappé-Lépé à Douala, qui pourrait aussi essayer de l'ouvrir parce qu'on estime que le déplacement des gens pour aller au stade. Omisport, Ngoekele pour Yaoundé, Japoma et Réunification pour Douala, Moliko et Middlefam respectivement pour Boya et Limbe, de quoi faire pourtant l'affaire. Donc les stades pourront être pleins, connaissant l'engouement que les Camerounais ont pour le football. On pourra avoir des matchs avec un excellent public. La balle est donc désormais au centre. Reste plus qu'attendre le kick-off prévu pour le 4 avril prochain avec au préalable le tirage au sort qui quant à lui va se dérouler en janvier prochain au Cameroun. Véritable test. Madame, Monsieur, gardez la pêche et restons en sport pour parler de ce limogeage par la FECAFOOT de Thomas Liby. On en parle avec vous à Douala. Aimé Catherine Moukouri, bonsoir. Bonsoir Arnaud Nguefak. Thomas Liby n'est plus le sélectionneur des Lions U17. Celui qui assurait l'intérim avec brio à la tête de la sélection des Lions de moins de 17 ans vient d'être remercié par les dirigeants de la FECAFOOT au lendemain de l'élimination en Coupe du Monde. Le président Seydou Mbombo Djoya a soulevé quelques griefs dans sa note communiquée à la presse. Les détails avec Marc-Lionel Chouamot. Comme il fallait s'y attendre, Thomas Liby ne dirigera plus l'équipe nationale masculine de football des moins de 17 ans. Dans une note signée du président de la FECAFOOT ce mercredi soir, son staff et lui ont été remerciés suite à la sortie prématurée des Lions U17 à la Coupe du Monde en cours au Brésil. Seydou Mbombo Djoya reproche principalement à Thomas Liby sa non-adhésion à la charte éthique des sélections nationales de football récemment établie. Mais pour les observateurs, ce limogeage trouve ses origines ailleurs. C'était un acte assez prémédité. Vous savez, déjà après la Coupe d'Afrique des Nations et la victoire en finale. Après, il y a eu des informations soudaines comme quoi Liby Thomas devait débarquer. Après, il y a aussi le fait qu'il n'a jamais été confirmé comme entraîneur sélectionneur principal de cette équipe nationale U17. Donc, ça démontrait à un moment donné que la FECAFOOT n'était pas en phase avec le projet de cet entraîneur, pourtant qui sur le terrain a fait un travail assez appréciable, a fait un travail honorable au vu du contexte du football jeune au Cameroun. Il y a cette raison des joueurs expatriés, mais pour moi à ce niveau il n'y a pas de débat, parce que je pense que on ne peut pas se permettre de déroger à la règle de la plus haute autorité étatique dans un pays. Je crois que si un décret présidentiel n'autorise pas à faire quelque chose, on ne peut pas se le permettre en tant que simple entraîneur sélectionneur. Le sous-entendu est on ne peut plus clair. Thomas Liby est allé à l'encontre des directives et de ses patrons, et ceux-ci ne l'ont pas loupé. Une bien belle manière de remercier celui qui a remporté la CAN U17 il y a quelques mois seulement, après 16 ans de disette dans la catégorie, dans un pays où il n'existe pas de championnat jeune jusqu'ici. Et de la réclame pour refermer ce journal janvier 2019. Les parieurs découvraient la masse commune internationale et depuis son lancement, bon nombre ont été faits millionnaires. Le 3 novembre, par exemple, un parieur de Yaoundé s'est illustré avec un gain de plus de 65 millions de francs CFA du prix Count Schomberg. Les détails dans cet élément. Depuis son avènement au Cameroun il y a quelques mois, la masse commune internationale ne cesse de faire des émules. Illustration parfaite en a encore été faite dimanche 3 novembre 2019 où un modeste entrepreneur commercial au marché central de Yaoundé a, avec 500 francs seulement de mise, décroché plus de 65 millions de francs CFA.
Une démonstration parfaite s'il en était encore besoin de confirmer qu'au PMUC, avec seulement 500 francs, l'on peut entrer dans le siècle très envieux des multimillionnaires. La cinquantaine à peine entamée, l'heureux élu du jour, notre nouveau millionnaire, a sa stratégie de jeu. J'ai fait ma combinaison, j'ai regardé sur mes passages, j'ai vu le 16, c'est venu 3 fois. J'ai dit le 16 va être le premier. Pour jouer le 5, j'ai vu le 5, c'était un cheval le plus vieux. J'ai dit que le cheval là, vraiment c'est un cheval expérimenté. C'est pourquoi j'ai joué le 5. Le 12, j'ai trouvé sur le passage de Kidia avec Toufmania. Avec aussi le 10. Le 13, j'ai vu le 13 sur mes passages. C'est pourquoi j'ai joué le 13 en 5e position. Il a su aligner dans l'ordre le 16, le 12, le 5, le 10 et le 13 lors du prix CNews le dimanche dernier à l'hippodrome d'Auteuil. Le service commercial de la région, Centre Sud et Est, ainsi que sa force de vente s'en réjouit. J'invite encore à ceux qui ne croient pas à la masse commune de se lancer, c'est une réalité. Et le gain est proche, c'est un peu futur. Je vous remercie. Je suis très heureuse, car ça fait longtemps que j'attendais cette nouvelle Mine d'Or, parce que c'est, je crois, la 6e, parce que je fais constamment les millionnaires. Et celui-ci, vraiment, 65 millions, c'est le sommet. Je suis très heureuse. Et j'invite d'autres parieurs à venir aussi jouer la masse commune. La masse commune internationale, visiblement, forge des destins nouveaux aux parieurs, principaux bénéficiaires de cette manne. Vivement d'autres gagnants. Et pour le sport, parier sur Canal 2 International, Atalanta, Manchester City, c'est le rendez-vous de la Champions League sur les antennes de Canal 2. Tout juste derrière ce journal, Juliana Tada, Mathieu Fangwa et Yves Chamadeux vous diront tout sur ces deux équipes qui occupent chacune une position extrême dans le groupe C, avant de faire la passe à Marc-Lionel Chomeau et son consultant Emmanuel Mahop aux commentaires de ce Atalanta Manchester City. Bonsoir à tous.